Le petit avantage du procès dont nous sommes en train de parler maintenant, c'est que il vient mettre sur la place publique le mode de fonctionnement des prédateurs qui, depuis bientôt 60 ans, sont en train de plonger notre pays dans un gouffre sans fond. Que font-ils? Ils prennent les masses Ici, populaires en comme j'ai dit, otage. tout Oui, ça pourrait venir. Mais imaginez-vous, M. Jean-Pierre Mbelou, oui. Félix met son mandat pour faire des poursuites judiciaires, en commençant par Mobutu, c'est-à-dire plus de 50 ans avant. Combien de procès aurons-nous et combien de gens vont défiler devant la justice? Et qu'est-ce qu'il aura le temps vraiment de mettre en pratique le projet de société pour lequel il a été Peut-être élu? que parler de l'état de droit consisterait à dire nous sacrifions un pion du système. Mais sacrifier un pion du système ne signifie pas établir réellement un état de droit. Pour qu'on puisse parler d'un état de droit, il faudrait d'abord que l'état existe, c'est-à-dire qu'il y ait un mécanisme juridique ayant des moyens politiques, économiques, financiers, culturels, spirituels, capables de gérer les antagonismes entre les différents partenaires au Congo, mais aussi de répondre aux besoins primordiaux des Congolais. Or, il s'avère que ce procès nous révèle que ce dont disposent, ceux qui estiment être les responsables ou les gouvernants de ce pays-là, ceux dont ils disposent n'arrivent pas à répondre à un dixième, à un millième, je dirais même à un millième des besoins des Congolais. Vous remarquerez donc, AMB, que tout l'argent est capté par une minorité de prédateurs. Donc le peuple n'y trouve pas son compte. Bonjour, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise. Nous vous remercions de nous rejoindre, comme toujours, sur la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, dans son émission Tribune de la Diaspora. Tribune de la Diaspora, aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur, donc un grand analyste de la République démocratique du Congo, du nom de monsieur Jean-Pierre Mbelou. Monsieur Jean-Pierre Mbelou, je dis que vous êtes un philosophe de formation et vous êtes aussi un auteur de plusieurs publications que nous avons beaucoup lues. Et ensuite, nous dirons que vous êtes un analyste politique. Bonjour, Monsieur Jean-Pierre Mbelou. Bonjour donc AMB. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la voie de la démocratie congolaise au Parlement d'Afrique après bien d'années. Alors, nous recourons toujours à votre expertise et à votre connaissance pour parler de la République démocratique du Congo. Alors, vous êtes sans ignorer, comme une personne avisée sur la politique congolaise, que ce dernier temps, ça fait au moins 2 mois où il y a une secousse au niveau de la justice congolaise, où nous parlons du jugement de 100 jours de projet du président Félix Tshisekedi. D'entre les jeux, je voudrais vous poser la question de savoir, vous avez bien suivi tous ces processus. Quelle est votre analyse de cette situation d'emblée? Monsieur donc KMB, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'accordez de pouvoir revenir sur ce qui se passe dans notre pays. D'emblée, je vous dirais ceci. Le procès des 100 jours, c'est la face visible de l'iceberg. Le procès de 100 jours nous permet de palper de nos doigts le dysfonctionnement de notre pays depuis l'assassinat du Premier ministre élu au suffrage universel, M. Patrice Emery Lumumba. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui
à travers ce procès, c'est le dévoilement du système néocolonial qui fonctionne dans notre pays depuis l'assassinat de M. Patrice Emery Lumumba. Donc, comme je le disais, c'est la face visible de l'iceberg. Et ce procès, je doute de sa véritable efficacité. Et pourquoi? Pour que ce procès puisse être efficace, nous devrions remonter dans notre histoire depuis les années 60-65. Ce procès révèle que le processus affairo-politique tel qu'il fonctionne dans notre pays est vicié et vicieux. Depuis les années 1965, ce pays est géré par des élites compradeurs, par des marionnettes, par des fantoches, par des proxys de l'ordre néocolonial. Et récemment, on pourrait parler des proxys et des fantoches de l'ordre néolibéral, néocolonisé. Comment procèdent-ils? Ils sont là depuis les années 60 à pouvoir servir un réseau transnational de prédation. Ils le font à l'insu et aux dépens de nos populations. Le petit avantage du procès dont nous sommes en train de parler maintenant, c'est qu'il vient mettre sur la place publique le mode de fonctionnement des prédateurs qui, depuis bientôt 60 ans, sont en train de plonger notre pays dans un gouffre sans fond. Que font-ils? Ils prennent les masses populaires en otage. Que font-ils? Ils vendent les terres congolaises. Que font-ils? Ils tuent, ils violent, ils pillent le pays à leur profit personnel, au profit de leurs proches, au profit de leur famille, mais surtout au profit du réseau transnational auquel ils participent comme des compradors à partir du pays. Donc vous comprenez que le petit avantage que ce procès présente, c'est de nous permettre de pouvoir faire face à un système néocolonial qui plonge notre pays dans un gouffre sans fond depuis plus de 60 ans. Et je vous dirais que ce procès arrive à point nommé parce qu'en fait, dans quelques jours, nous allons célébrer les 60 ans de l'indépendance formelle de notre pays. Donc, nous allons vers ces 60 ans en ayant en face de nous le mode de fonctionnement de ces agents de l'étranger qui feignent de gérer notre pays depuis 60 ans. Et alors, c'est à nos populations de pouvoir en tirer toutes les conséquences. Il y a la possibilité qu'après ce procès qui peut être tronqué, laissons le temps au temps, nous pourrons en tirer toutes les conséquences possibles, imaginables. Après ce procès, il est possible que nos populations se ressaisissent
et se débarrasse de ces compradeurs, de ces fantoches, de ces agents de l'étranger. Mais il est aussi possible que nos populations se complaisent dans leur rôle d'applaudisseurs, de turiféraires, de fanatiques, et qu'ils interprètent cette mise sur la scène publique du dysfonctionnement du système néolibéral comme étant un procès politique. Or, il ne s'agit pas du tout d'un procès politique. Il s'agit tout simplement de la mise sur la place publique, de la façon dont les compradors essayent de gérer ce pays-là comme des mafieux. Alors, si nous ne prenons pas la bonne mesure pour dire qu'il y a la marre et que tous ces compradeurs, à quelque niveau qu'ils se retrouvent, doivent être mis hors d'état d'agir, nous risquons de recommencer à zéro. Voilà le petit commentaire que je pourrais faire à ce niveau et on pourra peut-être développer au fur et à mesure que nous avançons dans nos analyses. Tout à fait. Donc, j'ai quelques questions. Donc, avant d'arriver à des questions qui nous plongeront dans la matière, peut-on dire sans se voiler la tête que nous devons maintenant donner crédit au président Félix Tshisekedi d'avoir initié au moins ce que nous appelons aujourd'hui l'état de droit, c'est-à-dire la séparation de pouvoirs, où nous avons maintenant la justice essayer de faire le mieux qu'ils peuvent pour nous présenter quand même ce procès. Je ne me risquerai pas jusque-là. Je dirais simplement ceci. Laissons ce procès aller son cours, qui nous dévoile les tenants et les aboutissants de la gestion de ce qu'on appelle chez nous le procès des 100 jours. Pourquoi est-ce que je dis cela? Quand vous entendez ce qui se passe au tribunal, la présidence de la République est constamment évoquée. Vous savez, je ne suis pas, les miens et moi, nous n'avons jamais accepté de partager le vocabulaire commun, de parler des directeurs, de parler des présidents, parce que nous avons cru depuis les années 2000 que tout ce qui se passe dans notre pays est faux. Donc nous sommes dans un faux processus. Alors, c'est ainsi que de temps en temps, nous acceptons de partager le vocabulaire, mais tout en essayant le vocabulaire public, tout en essayant de le déconstruire. Donc, vous comprendrez que je vais vous dire ceci. J'ai écrit un article qui avait pour titre « La justice congolaise pourrait nous surprendre ». Et, comme sous-titre, j'en doute très fort. Pourquoi? Comme dans un faux processus. Et beaucoup de magistrats, beaucoup de juges, beaucoup d'avocats ont été nommés par les initiateurs de ce faux processus. Les miens et moi, nous nous disons, serait-il possible que de ce faux processus, il sorte quelque chose de bien? Comment voulez-vous? Et il n'y a pas très longtemps, un compatriote est revenu là-dessus, c'est Mike Moukebayi, pour ne pas le citer, qui disait ceci dans une émission: plusieurs avocats et juges l'appellent pour lui dire ceci: nous voulons faire notre travail, mais nous sommes continuellement dévastés par les messages des politiciens. Hein? Nous les appelons politicards.
Donc, c'est-à-dire que quelque part, ces magistrats, ces juges, ces avocats qui participent d'un faux processus depuis que l'AFDL nous a menti en disant qu'elle venait mener une guerre de libération. Tout ce beau monde qui fait partie au domaine juridique ou judiciaire participe de ce faux processus. Alors nous nous demandons quel miracle ce beau monde de juges, ce beau monde d'avocats, ce beau monde va-t-il déployer, quel miracle va-t-il déployer pour nous surprendre? Ça, c'est une première considération. Une deuxième considération. Quand nous parlons du faux processus, c'est-à-dire quand nous faisons allusion au néocolonialisme par les négriers des temps modernes interposés, nous soulignons les liens entre ces négriers et leurs parrains. Donc, si ce procès devrait atteindre ses meilleurs objectifs, c'est-à-dire dévoiler le mode de fonctionnement des négriers de service, mais aussi dévoiler le lien entre ces négriers de temps moderne et leurs parrains. Si ce procès pouvait arriver à ce niveau-là, si ce procès pouvait nous aider à pouvoir déconstruire le système de prédation tel qu'il est mis en place chez nous depuis les années 65 et un peu plus depuis la guerre de l'AFDL, nous n'aurons qu'à applaudir. Alors, voilà pourquoi, à ce niveau-ci de notre analyse, je dis, laissons le temps au temps, nous pourrons voir si ce procès pourra, par exemple, s'en prendre au Panama Papers. Si ce procès pourra, par exemple, arriver jusqu'à établir les liens entre le phonaire et son parrain, si ce procès pourra un jour arriver à analyser et appeler à la barre ceux qui ont été décriés par Bloomberg, par exemple. Donc, à cette étape de notre analyse, je me dis, peut-être que parler de l'état de droit consisterait à dire, nous sacrifions un pion du système. Mais sacrifier un pion du système ne signifie pas établir réellement un état de droit. Pour qu'on puisse parler d'un état de droit, il faudrait d'abord que l'état existe, c'est-à-dire qu'il y ait un mécanisme juridique ayant des moyens politiques, économiques, financiers, culturels, spirituels, capables de gérer les antagonismes entre les différents partenaires au Congo, mais aussi de répondre aux besoins primordiaux des Congolais. Or, il s'avère que ce procès nous révèle que ceux dont disposent, ceux qui estiment être les responsables ou les gouvernants de ce pays-là, ceux dont ils disposent n'arrivent pas à répondre à un dixième, à je dirais même à un millième des besoins des Congolais. Vous remarquerez donc à Yembe que tout l'argent est capté par une minorité de prédateurs. Donc le peuple n'y trouve pas son compte. Et quel est cet état réel qui serait géré par un petit groupe de prédateurs qui se contentent d'avoir les masses populaires comme applaudisseurs, comme turiféraires,
comme fanatique et qui n'arrive pas à répondre à 1/1000e des besoins urgents de ces masses populaires. Quand je parle du 1/1000e, il s'agit du minimum vital, c'est-à-dire manger, boire, envoyer ses enfants à l'école, avoir de l'emploi, c'est-à-dire avoir de l'électricité et de l'eau courante. Dans un pays où il y a du soleil du 1er janvier au 31 décembre, dans un pays où les cours d'eau abondent, il est incompréhensible qu'il n'y ait pas de l'eau qui coule au robinet couramment et qu'il n'y ait pas ne fût-ce qu'un minimum d'électricité à travers les 26 provinces. Comment voulez-vous qu'on parle d'un État dans un pays où ce sont les huissiers des forces dominantes économiques qui gèrent les gouvernants, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc, nous n'avons pas encore réussi à avoir un État souverain. Alors, on n'a pas un État souverain, comment pourrions-nous parler d'un État de droit? Donc, il y a un problème majeur à gérer, c'est celui de la refondation d'un État souverain. Alors, quand nous aurons refondé un État souverain capable d'avoir le pouvoir, parce que le pouvoir ne signifie pas tout simplement avoir réussi à accéder à un certain pourcentage après les élections bidonnées telles que nous les avons eues au Congo. Non, le pouvoir, c'est de disposer les moyens d'arbitrer, c'est-à-dire, on a la justice, on arbitre, c'est-à-dire, on a les moyens économiques pour pouvoir créer de l'emploi, c'est-à-dire, on a des moyens qui permettent de pouvoir ne pas dépendre des huissiers des forces dominantes économiques que je venais de citer. On a les moyens de pouvoir répondre aux besoins essentiels de sa population. Mais si on est mendiant, là, on attendait encore que le Fonds monétaire international puisse octroyer à ce pays-là une dette odieuse de 360 millions, pendant que des millions et des milliards ont été volés. Donc, comment pouvons-nous parler d'un État de droit sans qu'il y ait d'abord un minimum d'État? Nous, les miens et moi, nous parlons d'un État manqué, d'un État raté. Et un exemple qui a été donné au cours de ce procès de cet État manqué, c'est le fait que la Direction générale du contrôle des marchés a refusé qu'on accorde le marché des 100 jours, mais on n'en a pas tenu compte. Comment voulez-vous, dans un pays, avoir des institutions dont le fonctionnement est neutralisé par les compradors et continuer à croire que vous avez un État? Non. Il y a un réseau mafieux à la tête d'un affairisme politique qui essaye de pouvoir capter toutes les ressources de ce pays-là, mais aussi de faire quoi? De tuer, de violer, de voler et de pouvoir mettre dans la tête de nos populations une peur terrible dont Kayembe, vous vous êtes rendu compte que le procès auquel vous faites allusion a connu l'empoisonnement d'un juge. Ce n'est pas anodin, c'est le mode de fonctionnement de ces compradors, c'est le mode de fonctionnement de ces fantoches. Comment font-ils? Ils volent, ils pillent, ils trichent. Et quand les Congolais dignes se lèvent pour dire « il y en a marre, on doit mettre fin à ce système », qu'est-ce qui arrive? On les tue. Le jeune Jean-Jacques Lumumba, le petit-fils de notre héros national Patrice Emery Lumumba, a dû quitter le pays
il a fui parce qu'il voulait tout simplement concilier le travail qu'il faisait dans une banque sur place au pays et les intérêts de nos populations. Il voyait comment l'argent était volé et blanchi. Le jour où il a osé en parler, on lui a dit, fais attention Jean-Jacques, on va te tuer et tuer toute ta famille. Ayant connu plusieurs menaces de mort, il a fui le pays. Voilà, donc c'est une jungle. On ne peut pas parler d'une jungle en termes d'état de droit. Non, commençons par refonder l'État et lui donner des orientations souveraines. Alors après, on pourra parler d'un état de droit. Jean-Pierre, donc je vous ai bien suivi, les téléspectateurs vous ont bien suivi. Il n'y a jamais eu 201. Ma question est de savoir, ce premier pas qu'on vient de lancer, n'est-il pas à mettre dans l'actif du président Félix Tshisekedi, puisque si on laisse faire, si on laisse ces gangsters continuer dans l'impunité de la justice à faire ce qu'ils font là-bas, il n'y aura pas vraiment un signe de remède. Mais voilà qu'il a osé autoriser quand même que cette histoire puisse être mise au vu au su de tout le monde. Est-ce que vraiment vous ne reconnaissez pas quand même que c'est un pas qu'il faudrait vraiment reconnaître à l'actif de ces derniers? Donc, Kayembe, je vous dis, laissons ce procès aller son cours. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cela? Dans ce pays-là, il y a des lois liberticides. Il y a des lois iniques. Vous vous souviendrez que avant que celui que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remplacé parte, des lois lui ont été créées à sa mesure. On lui a dit, vous partez. Mais ce que vous avez commis comme bêtise, comme crime contre l'humanité, crime de guerre, crime économique, avant, pendant et même après votre gestion, vous ne serez jamais poursuivi en justice pour cela. Vous voyez? Donc, ces lois liberticides et iniques couvrent aussi malheureusement M. Félix Tshilombo Tshisekedi. Voilà pourquoi je dis, laissons le procès aller son cours. Dans un pays vivant sous le régime des lois iniques, avoir une justice juste est difficile et compliqué. Pourquoi? Le souhait aurait été que tous les gestionnaires du pays, ceux qui estiment être les gouvernants, soient toujours capables de faire la reddition des comptes, de répondre à l'idéal éthique de redevabilité. Vous savez, donc, Kayembe, dans un pays comme le Venezuela, quand un président vient aux affaires, on le laisse gouverner pendant 2 ans, mais sous le régime d'un référendum révocatoire. C'est-à-dire quoi? Monsieur, vous êtes venu, vous nous avez présenté votre projet de société ou votre programme de gouvernement. Après 2 ans, si vous ne réussissez pas à pouvoir honorer ce que vous avez présenté comme programme de gouvernement ou projet de société, l'opposition a le droit de pouvoir demander qu'on convoque un référendum pour pouvoir vous destituer. Donc, du point de vue des lois, le Congo, avec ses parlementaires de pacotille, a édicté
des lois iniques. Je pourrais encore dire que ça serait un premier pas si demain ou après-demain, on pouvait demander à M. Félix Tshilombo Tshisekedi de convoquer un référendum révocatoire. Parce que quand vous entendez son directeur de cabinet parler, il dit qu'il a tout fait sous le dictat de la présidence de la République. C'est comme si tous les deux étaient impliqués dans ce qui arrive au pays. Alors, s'il n'y avait pas cette couverture juridique du président, Félix Tshilombo Tshisekedi serait aussi convoqué par les cours et tribunaux. Vous comprenez pourquoi je dis que le processus dans lequel nous sommes, le pays est impliqué, est vicieux et vicieux. On a fermé avec des lois, on a barricadé toutes les possibilités de pouvoir mettre en accusation un président en exercice. Et cela, pour moi, constitue une faiblesse terrible de ces lois iniques qui ont été votées. Je croirais en un véritable état de droit si demain, Félix Tshilombo Tshisekedi disait enlever cette loi inique. Et si je suis impliqué dans ce qui s'est passé au cours du programme des 100 jours, que je sois moi aussi convoqué par les cours et tribunaux. Là, on pourrait dire qu'il y a un pas. Jean-Pierre Mbello, justement sur ce point-là, vous avez bien suivi Marcelin Bilomba. Il a dit si le président a donné les quitus, il n'a pas ordonné à ce qu'il y ait médiation. Donc, c'est comme si vous avez un enfant dans la maison. Vous donnez votre confiance à votre fils aîné. Vous lui donnez la responsabilité quelconque. Et si jamais cet enfant, par son mauvais comportement, déroute et fait tomber les affaires, vous ne pouvez pas dire que c'est le papa. Il n'y a pas. Donc, le papa a dit, OK, je te donne la voiture, fais la voiture, par exemple, un taxi ou quoi que ce soit, et que demain, le garçon vient avec une voiture avec des femmes à l'intérieur, avec un accident. Vous n'êtes pas imputable, voulais-je dire. Vous n'êtes pas imputable à cette faute. Donc, KMB, j'estime que vous avez aussi suivi le directeur de cabinet de Félix Tshilombo Tshisekedi en train de dire ceci. Il va confier au juge les annotations faites par le président de la République, mais en marge du procès. C'est bon de pouvoir en tenir compte. Vous avez raison, c'est-à-dire la responsabilité dans la gestion d'un pays a une part individuelle, une responsabilité individuelle marquée. Mais le travail d'équipe, si il s'avère demain qu'il est vrai que le président a annoté, s'il s'avère qu'il est vrai qu'il n'y a pas eu de dépenses, que le président n'ait contrôlé, là, il faudra, malheureusement, cela ne se fera pas parce qu'il ne peut pas être jugé pendant qu'il est en fonction, mais il aurait fallu qu'il réponde lui aussi de ces annotations-là. Donc, je ne voulais pas rentrer dans ce débat-là parce que ce dont nous parlons, c'est d'abord d'un système. Un système avec ses copains et ses coquins. Donc, les détails là ne révèlent pas le mode de fonctionnement du système. On peut parler des individus, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est d'analyser comment ce système-là fonctionne comme un corps. Quelle est la responsabilité des différents maillons de la chaîne? Qui a fait quoi et pourquoi quand? Voilà pourquoi. Effectivement, c'est que la justice est en train de nous révéler.
Ah oui, mais une justice que nous aurions voulu être juste. C'est là que je reviens encore à mon petit refrain. Laissons aller les choses. Mais cette justice est déjà handicapée par le fait que il y a des lois qu'elle ne pourra pas remettre en cause. Parce que ce qui est dévoilé aujourd'hui, c'est ce qui se passe déjà depuis l'entrée de l'AFDL chez nous. Je fais allusion à Panama Papers. Je fais allusion à Bloomberg. Je fais allusion à Jean-Jacques Lumumba Papers. Espérons que ça soit un premier pas. Espérons. Espérons. Et nous ne pourrons qu'applaudir de demain si c'était un premier pas. Mais pourquoi est-ce que nous émettons certains doutes? Nous émettons des doutes parce que toutes les personnes qui ont essayé de remettre en question tout le système, tel qu'il fonctionne, prenons à partir de la guerre de l'AFDL, ont été soit tués, soit exilés, soit mis en prison. Donc, est-ce que ce procès qui est la face visible de l'iceberg pourrait permettre au pays de pouvoir remonter dans son histoire, hein? Jean-Jacques Lumumba, par exemple, dans l'une des interviews qu'il a eues, souhaitait, lui, qu'on remonte jusqu'à Mobutu. Et il y a lieu... Félix Tshilombo a dit, non, lui, il n'est pas là pour ça, que si quelqu'un a un dossier qui accuse tel ou tel régime ou personne, il est libre d'amener ça en justice. Donc, pour le cas présent, M. Jean-Pierre Mbelou, il y a un dossier spécifique qui est en justice, la gestion de 100 jours du projet du président Félix Tshilombo Tshisekedi. C'est spécifique, donc on ne peut pas remonter dans les méandres de ce qui n'est pas sur la table actuellement. Donc, ceux-là qui connaissent bien, et les gens connaissent bien le système qui nous ont gouvernés avant, pourquoi ne pas construire des dossiers amener ça en justice? Et aujourd'hui, là, nous voulons que vous essayiez de défier l'audience sur exclusivement les 100 jours de ce programme de Félix Tshilombo Tshisekedi. Ah, nous allons y revenir donc. Mais le problème, c'est quoi? Ce qui se passe au cours du programme des 100 jours est révélateur du système néocolonial. C'est ça. C'est-à-dire, si nous analysons ce qui se passe maintenant sans fouiner dans l'histoire, nous n'allons pas nous en sortir. Quelques pions pourront être sacrifiés, mais ce sont des pions qui sont des maillons d'une chaîne de dysfonctionnement néocolonial. Bon, c'est possible qu'on ait quelques résultats, mais est-ce que ces résultats nous permettront de remettre de fond en comble le dysfonctionnement du système néocolonial? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que maintenant que ce négrier des temps modernes depuis notre pays de ses avoirs, ce pays est esclavagisé par les huissiers de forces économiques dominantes. Donc, c'est-à-dire nous sommes dans un cercle vicieux. Il n'y a pas d'argent. Donc, AMB, vous avez appris qu'on est allé puiser dans les réserves du pays où il n'est resté de l'argent que pour 3 semaines d'exportation. Est-ce normal qu'un pays immensément, potentiellement riche comme le nôtre ait dans ses caisses que 3 semaines d'importation de devises pour les importations? Donc, ouais, le système a tellement fragilisé le pays qu'il n'y a rien qui est produit à l'intérieur en termes d'industrie, en termes d'agroalimentaire, ainsi de suite. Le peu qui rentre à l'intérieur va dans les poches des négriers qui sont au service du réseau transnational de prédation. Donc, vous ne pouvez... Je peux me tromper, c'est possible.
Mais vous ne pouvez pas analyser les cas internes sans faire le lien avec le système néocolonial, le réseau transnational de prédation. Parce que ce que ces agents de l'étranger font permet aux huissiers des forces dominantes de pouvoir endetter le pays et de gagner des dividendes sur l'endettement du pays, sur la dette odieuse. Nous devrions être assez sages pour détricoter, déconstruire tout le système de prédation, mettre la main sur un maillon de la chaîne, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant dans la mesure où ce maillon de la chaîne ne représente rien, par exemple, par rapport à ce qu'il y a comme évasion fiscale au pays, donc AMB. Quelqu'un qui avait été commis à ce service-là, Luzolo Bambi, nous a dit ceci. Chaque année, ce pays-là perd au moins 15 milliards de dollars. C'est peu par rapport aux chiffres réels. Et maintenant que nous sommes un peu distraits, j'ai dit un peu, par ce faux procès des 100 jours, des petits porteurs prennent les matières premières du Congo tous les jours à l'Est et les Congolais meurent tous les jours à l'Est parce que le projet de balkanisation du pays est en cours. C'est-à-dire, ce procès vient nous distraire. Il vient nous distraire sur des questions essentielles. Ces maillons de la chaîne pourront peut-être être demain les gouvernants du Congo subdivisés en 4 ou en 10. C'est pour cela qu'ils ont été impliqués dans le faux processus électoral. Vous entendez, je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre cette petite vidéo de quelqu'un qui disait ceci. Le 20, tous les Kassaïens qui sont au Katanga doivent partir. Parce qu'à partir du 20, nous allons faire, je ne sais pas comment il a qualifié l'opération. C'est-à-dire, ces pions ou maillons négriers de services qui fonctionnent, qui travaillent dans le système, dans le réseau transnational de prédation, ont des tâches spécifiques. Dès qu'on les touche, les leurs entre griffes se mettent debout et dire le pays va être balkanisé parce que vous ne voulez plus de nous à Kinshasa. Vous voyez, ces gens-là ne travaillent pas eux-mêmes. Ils sont liés à tout un réseau qui cherche à faire disparaître le pays et qui alimente ces pronostics-là, cette guerre interne, ces conflits internes tribalistes, ethnicistes, pour pouvoir balkaniser le pays. Donc, je vais me résumer. On a mis la main sur quelques pions. Tant mieux si la procédure pouvait aller jusqu'au bout et révéler les secrets du dysfonctionnement du système néocolonial implanté dans notre pays depuis l'assassinat de Lumumba. Tant mieux si cela pouvait être fait. Tant mieux si on pouvait ne fût-ce que remonter jusqu'à l'entrée de l'AFDL dans notre pays. Ah oui, parce qu'il ne suffit pas de mettre la main et dire non, nous n'allons pas fouiner, que ceux qui ont... non, fouinons. Jean-Jacques Lumumba a dit qu'on remonte jusqu'à Mobutu parce qu'il y avait déjà cette commission des biens mal acquis qui avait établi un pays, c'est aussi cela. Un pays, c'est la mémoire collective. Un pays, c'est l'histoire qui nous permet de nous impliquer dans une éthique reconstructive. L'éthique reconstructive nous commande ceci. Nous devons pouvoir voir, jeter un coup d'œil dans l'histoire, pour voir ce qui nous a conduit à la guerre perpétuelle dans laquelle le pays est plongé jusqu'à ce jour. Faire quoi? Nous réconcilier en passant par le pardon, mais aussi par
par la réparation. Donc, vous ne pouvez pas prendre, comme on dirait dans votre langue maternelle, pourquoi Chilamou et pas matama. Donc, si vous prenez quelques maillons de la chaîne, nous disons quoi Chilamou et pas matama. Il faut remonter. Traduction littérale. C'est-à-dire, vous voyez, on ne sait pas traduire convenablement ces histoires-là en français. C'est-à-dire, vous n'allez pas au fond des choses. C'est ça. Mais, oui. Monsieur Champion Belou, donc je voulais un peu intervenir sur ce point. Oui. Vous dites, et pour moi, je ne trouve pas comme une assertion très grave, que le procès en cours est une distraction. Quand on cherche à connaître où serait passé 57 millions pour les uns, 66,7 millions de dollars américains pour les autres, vous dites que c'est une distraction, M. Jean-Pierre Mbemou? Oui. Mais donc, regardez, il y a eu un prêt pour l'aérogare de Ndili de plus de 500 millions. Ça va? Yeah. Ajoutons les millions dont nous parlons maintenant. C'est 400 millions en tout et pour tout. 400 Donc, millions. on est déjà vers 1 milliard. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on ne poursuit pas? Espérons que demain, on va aussi poursuivre ceux qui ont dilapidé les 500 millions qui avaient été commis au projet de l'aéroport. De la regard. Peut-être que j'exagère en disant que c'est une... viendra, mais ici, encore, comme je dis, oui. Tout ça pourrait venir. Mais imaginez-vous, M. Jean-Pierre Mbemou, Félix oui. met son mandat pour faire des poursuites judiciaires, en commençant par Mobutu, c'est-à-dire plus de 50 ans avant. Combien de procès aurons-nous et combien de gens vont défiler devant la justice? Et qu'est-ce qu'il aura le temps vraiment de mettre en pratique le projet de société pour lequel il a été élu? Alors, il aurait souhaité ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Non, enfin, vaut mieux faire quelque chose de circonscrit que chercher à faire quelque chose qui est évasif. Je vous le concède, mais ce n'est pas quelque chose qui est évasif. C'est trop grand de toute façon. Très cher, donc, Kayembe. Qui ne peut pas se terminer en un temps record, M. Jean-Pierre Mbemou. Vous vous rendez compte si on doit commencer de 1965 à ce jour? Combien de procès aurions-nous? Combien de gens seront appelés? La plupart sont déjà morts d'ailleurs. Donc, vous voyez que ça sera vraiment le temps vraiment de distraction, comme vous l'avez dit vous-même. Oui, mais ce dont il s'agit, ce n'est pas de prendre quelques pions. C'est une remise en question de fond en comble d'un système néocolonial. Est-ce que nous avons ce temps-là? C'est encore ma question. Ah, mais à ce jour, nous avons vraiment ce temps-là quand la population souffre énormément, où nous devons remettre le système social en action. Et c'est ce qui semble nous faire voir Félix, puisqu'il a tenté par-ci par-là, tellement que le mal est profond, vraiment, il ne sait plus à quel sein se vouer. Donc, AMB, je m'excuse de vous dire ceci. Pourquoi Chilamou et le Pamatama signifie croire qu'en désignant quelques maillons de la chaîne, on va répondre aux questions sociales de la population. C'est faux. Pourquoi? Parce que le pillage est systématique. Il est systémique. Quand on aura récupéré quelques millions, ils vont aller à notre dette extérieure, donc AMB. Donc, l'essentiel, c'est de sortir du système néocolonial. Bon, maintenant, je serai d'accord avec vous en disant, ça va prendre un peu de temps, mais qu'on commence. C'est alors nous allons commencer. Non, on ne commence pas par des maillons. Concret. Nous allons commencer avec les concrets. Donc, ce qui est sur la table actuellement, c'est du concret, M. Mbemou. À moins que vous me dites que le concret a changé de définition. Non, mais posons-nous la question de savoir pourquoi ce concret est maintenant. Qui est derrière le fait que ça soit ce concret? Bon, acceptons que ça soit la justice actuelle. Non. Mais pourquoi est-ce que la justice actuelle a laissé passer
le rapport mapping. Pourquoi est-ce que la justice actuelle C'était a laissé passer? le régime Oui. n'a pas permis, le régime n'a pas permis qu'ils puissent travailler comme il faut maintenant. Le régime actuel dit, écoutez, vous avez le plein droit d'exercer votre métier en toute transparence et sans inquiétude, sans être terrorisé. Puisque même si on dit qu'ils reçoivent des coups de fil par-ci par-là, mais le magistrat suprême leur a donné les quitus. C'est comme ça Non, qu'il faut donner non, ce procès. non, je vous concède ce fait-ci. Et en faisant allusion au titre de mon article, la justice congolaise pourrait surprendre, mais j'en doute trop fort. J'en doute très fort. Pourquoi? Parce que les maillons de la chaîne sur lesquels la justice actuelle pèse sont liés à tout un réseau. Donc, si on les fait sauter, c'est comme pion. Mais le système en lui-même reste. Bon, maintenant, je vous dis, un miracle pourrait se produire, que petit à petit, le système puisse être déboulonné. Nous applaudirons de deux mains. Mais, très cher Don Kayembe, permettez que je vous dise que j'en doute trop fort. Pourquoi? Parce que les parrains de ce système néocolonial sont impliqués dans le réseau mafieux qui fonctionne dans notre pays. Ils ne vont pas accepter de scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est ça le fond de ma pensée. Mais si quelque chose peut être fait, tant mieux. Donc, pour vous appuyer, j'ai suivi quelqu'un qui a échangé avec moi. Il a dit, il a émis de simples doutes que vous, qu'il doute qu'on puisse aboutir, mais on pourrait toujours aboutir, tout le monde donne des réserves. Mais il a parlé de système mafia. À partir du moment que le juge a été tué, ils ont cherché à étouffer la vérité ou bien le processus, ou à terroriser les gens, que ceux-là qui viendront après, ils pourront courir le même risque. Voilà. Donc, je veux dire que c'est ce système-là qui est commandé de l'extérieur, qui est impliqué dans la gestion ou bien dans les détournements d'argent au pays qui continue à faire ces opérations. Oui, oui. Voilà. Là, nous sommes d'accord. Alors, là, nous évoluons, M. Jean-Pierre Mbelou. Il nous reste quelques temps là. Donc, vous avez parlé, comme je pensais vous poser cette question aussi, donc, qu'il y a un système mis en place de corruption, de détournement des deniers publics, de malversation financière depuis les nuits des temps. Alors, aujourd'hui, avec ce qui s'est fait là-bas, croyez-vous que si réellement nous aboutissons à un résultat concret, ce système qui a été érigé comme un système d'administration du pays et de gestion du pays, c'est-à-dire la corruption, la terreur, le détournement, peut commencer à s'effondrer petit à petit, à partir d'un petit exemple comme celui-ci. Très cher Don Kayembe, les pays sérieux fonctionnent sur base des principes et des règles et d'un leadership ayant beaucoup de voyance. Quelles sont les règles et les principes qui seront édictés de façon que cela ne se répète pas? Est-ce que demain, on va enlever cette loi unique qui consiste à dire que le président de la République est au-dessus de la mêlée? Les crimes qu'il commet avant, pendant et après son règne ne peuvent pas être poursuivis. Il faut enlever cette loi-là et édicter des lois qui, demain, exigent de tous les gouvernants la redevabilité. C'est ça qu'on reconnaît aux gens comme Lumumba et les Kasavubu. Ils avaient le sens de la redevabilité. J'ai géré, j'ai gouverné, j'ai rendu des comptes. Ça, c'est d'un. De deux. Redevabilité, reddition des comptes. De deux. Que le peuple soit impliqué dans ce qui se fait. Le peuple n'est pas impliqué. On ne peut pas continuer à se contenter d'aller aux élections une fois tous les 5 ans, d'avoir des députés qui sont corrompus et achetables, et croire qu'avec ces gens-là, on va construire un pays digne de ce nom. Non. Réinventons un autre modèle de gouvernance.
j'ai eu pendant longtemps des débats très houleux avec l'un de mes compatriotes et on s'entend très difficilement sur certaines questions. Un certain, notre compatriote Mayo Ibitumba, mais dans ce qu'il émet de temps en temps comme idée, il y a des choses qui m'intéressent. Il dit, entre autres ceci, que ce qui doit être revu, c'est le mode de gouvernement. On ne peut pas aller copier une constitution de la 5e République française et l'imposer aux Congolais et croire qu'avec ça, le pays peut aller de l'avant. Non. Est-ce qu'on peut demain revoir, retoucher la constitution pour, par exemple, dire que tous les gestionnaires de l'État doivent, à un moment ou à un autre, répondre de leur gestion devant la population. Ça, c'est d'un. De deux, que les masses populaires soient impliquées dans ce qui se fait. Vous savez, ce qui est bien maintenant, ce qui est positif maintenant, c'est quoi? Dans notre pays, mais ceux qui ont accès à la télévision et à la radio suivent le procès. Imaginez-vous que nous ayons eu pendant 20 ans des radios et des télévisions qui permettent à nos populations de suivre ce que leurs gouvernants entre griffes font, mais on jetterait des pierres à beaucoup de ceux qui prétendent aujourd'hui être des présidents ou des gouvernants. C'est-à-dire, nos populations ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ces messieurs-là, les négriers des temps modernes, se contentent d'en faire des applaudisseurs, des turiféraires et des fanatiques. Est-ce qu'il y a moyen que se mettent en place dans notre pays des médias alternatifs qui disent à nos populations ce qui se passe et qu'il y ait des lois qui fassent par exemple qu'il y ait dans l'Assemblée nationale des citoyens choisis par tirage au sort qui participent, ne fût-ce que 6 mois. Quelques citoyens viennent, ils repartent, d'autres viennent, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale. Pourquoi est-ce que je dis cela? Beaucoup de ceux qui sont dans ces histoires-là aujourd'hui se connaissent, ce sont les membres de la mafia congolaise. On ne peut pas sortir de cette mafia-là si les masses populaires ne sont pas impliquées. Jamais. 3e ou 4e proposition, pour que ce pays-là se trouve mieux, nous devons sortir du fonctionnement des partis politiques tels que nous les voyons aujourd'hui. Parce que petit à petit, ça se révèle comme étant des associations de malfaiteurs, des brigands, des gangsters. Nous avons besoin de grands mouvements populaires semblables au mouvement chaviste au Venezuela, par exemple. Donc, un peuple bien informé, bien formé et patriote, qui soit un contrepoids, un contre-pouvoir dans la balance de ces mafieux. Donc, il y a des réformes à avoir en profondeur au niveau des lois qui régissent le pays, au niveau de la Constitution, pour pouvoir construire petit à petit, bâtir un rapport de force qui va dans le sens d'un contre-pouvoir, qui nous permette demain de sortir du statu quo. Il y en a marre d'avoir ces gens qui, depuis bientôt 20 ans, font semblant de gérer le pays alors qu'ils le pillent de fond en comble. Donc, il y a des réformes en profondeur à entreprendre pour avoir un État souverain, un État populaire, des masses populaires qui participent à ce qui se fait pour pouvoir produire ensemble le commun. Sur des questions impliquant tout le pays, il est inimaginable qu'il y ait 500 personnes qui en parlent, qui en décident. Non, il faut aller au-delà. On doit pouvoir insérer les principes de redevabilité, de reddition de comptes. On doit pouvoir demain créer des grands mouvements patriotes qui vont au-delà de l'esprit partisan, tribaliste et ethniciste. On doit pouvoir demain avoir au Congo des mouvements qui constituent
un contre-pouvoir à ceux qui, depuis 20 ans, sont en train de nous mentir en disant qu'ils gèrent notre pays. Oui, Monsieur Jean-Pierre Bellou, on nous signale qu'il ne nous reste que 3 minutes. Est-ce que je peux vous donner ces 3 minutes pour conclure et dire aux Congolais, au gouvernement, ce que vous pensez pour que ce pays-là soit géré comme un pays? Donc, AMB, je vous remercie de m'avoir offert cette opportunité d'échanger avec vous. Ça faisait très longtemps. Notre pays est un pays merveilleux. Nous devons pouvoir, avec nos populations, bâtir un rapport de force différent pour rompre avec le réseau transnational mafieux qui opère dans ce pays-là. Nous devons pouvoir, demain, établir des règles et des principes imposables à tout le monde et constitutionnaliser. Nous avons besoin d'une constituante qui implique nos populations pour que demain, ce pays-là ne soit pas géré par une clique qui le prend en otage, mais par une majorité de nos populations. Je vous remercie. Grand merci, M. Jean-Pierre Bellou. J'espère que nous avons relancé le contact et vos contributions pour la refondation de notre parti et de notre patrie soient encore au rendez-vous. Et surtout, ce que j'ai évoqué dans d'autres émissions, il manque l'éducation civique et politique chez nos compatriotes au pays. Nous espérons maintenant, avec de telles émissions, ça pourrait un peu raviver certains esprits et que tout le monde sera responsable pour répondre aux gestions de notre pays. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Bellou, et à la prochaine. Merci bien. Donc, AMB, à la prochaine. Bien, chers auditeurs et téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, nous vous remercions de nous avoir suivis. Vous avez suivi bien M. Jean-Pierre Bellou, qui est un philosophe de formation et surtout un analyste politique. Il nous aide à donner des idées et surtout nous parler de la refondation de notre pays. Donc, nous remercions très sincèrement. Et avant de terminer cette émission, je pense ici à notre équipe de la VDC, surtout à Pascal Ntamboué depuis la Grèce, qui est notre technicien informaticien. Nous pensons ici à José Kapajika, qui est aussi le technicien de la Voix de la démocratie congolaise actuellement à Kinshasa. Et toujours à Kinshasa, nous pensons à Monsieur Raphaël Tchananga, qui est notre journaliste et chef d'antenne de cette radio-télévision. Nous pensons ici à Théodore Bakatula, qui est le grand caméraman de la télévision à Kinshasa. Et nous pensons ici à notre chère maman Adrienne Mayungo, qui est actuellement à Kinshasa. Donc, nous vous remercions. Ici aux États-Unis, nous revenons pour dire bonjour à monsieur Eloge Makombo à New York City. Nous pensons à Olivier Diasonama, ici à New York City également. Et au Canada, nous voyons Antoine Kapila-Kalala. Merci Antoine de travailler toujours de commun accord avec cet outil d'information. Nous pensons à Jano Mukuna au Canada, notre pays. Donc, c'était votre ami de tous les temps, Dom Kayembe, depuis New York City, sur la voie de la démocratie congolaise, dans l'émission Tribune de la Diaspora, une émission qui passe chaque samedi sur votre chaîne. Merci et à samedi prochain.